Le ciel au-dessus de Madrid s'éveilla teinté d'un gris plombé ce matin d'octobre 1721. De lourds nuages semblaient présager ce qui allait se dérouler dans les chambres royales du palais du Buen Retiro. La reine Isabelle de Farnèse, seconde épouse du roi Philippe V, se réveilla avec une douleur aiguë qui lui traversa l'abdomen comme un poignard. La grossesse avait été semée de difficultés dès le départ, mais les médecins royaux et les astrologues de la cour avaient assuré que tout irait bien. « Appelez immédiatement le docteur Servi », cria l'une des dames d'honneur, tandis qu'une autre se précipitait à travers les couloirs labyrinthiques du palais, ses pas résonnant contre les murs de pierre. La nouvelle du travail prématuré de la reine se répandit dans la cour comme une traînée de poudre. Le roi Philippe, descendant direct de la maison de Bourbon et petit-fils du roi Soleil de France, était à ce moment-là en prière dans la chapelle royale, perdu dans l'une de ses fréquentes crises de profonde mélancolie. L'affliction mentale qui le tourmentait depuis des années, la même qui avait affligé des générations de monarques européens, semblait s'être intensifiée au cours des derniers mois de la grossesse de sa femme. Giuseppe Cervi, le médecin personnel italien de la reine, arriva essoufflé à la chambre royale. La scène qu'il découvrit lui glaça le sang. Isabelle était pâle comme de la cire trempée de sueur, tandis que les draps étaient tachés de rouge. « Monsieur, votre majesté, nous devons agir de toute urgence », annonça-t-il fermement, bien qu'incapable de cacher son inquiétude. Les sages-femmes avaient déjà préparé des linges propres, des infusions d'herbes et les instruments nécessaires pour ce que tous espéraient d'être un accouchement difficile, mais réussi. Personne n'était préparé à ce qui allait se passer dans les heures suivantes. Dans un coin de la pièce, Louisa d'Orléans, une cousine éloignée du roi et l'une des dames d'honneur de la reine, observait la scène avec une expression indéchiffrable. Ses yeux d'un bleu profond presque violet ne reflétaient pas l'inquiétude qui marquait les visages des autres femmes de présentes. Au contraire, elle semblait étudier chaque mouvement, chaque geste, comme si elle assistait au déroulement d'un plan longuement conçu. « Althea, tu devrais te retirer », suggéra l'une des dames plus âgées, scandalisée par le sang qui tachait maintenant le sol de marbre. « Je reste », répondit Louisa, sa voix aussi calme que résolue. « La reine pourrait avoir besoin de moi. » Ce que personne ne savait, ce que personne ne pouvait même imaginer, c'était que Louisa cachait un secret aussi sombre que les passages sinueux des profondeurs du palais. Un secret enraciné dans les générations passées, sur le point de se manifester de la manière la plus terrible. Isabelle de Farnèse hurla avec une force qui semblait ébranler les fondations mêmes du palais. Le docteur Cervi, les mains déjà couvertes de sang, pâlit en remarquant quelque chose d'inhabituel. « Il y a 2 têtes », murmura-t-il incapable de croire ses yeux. « Mais elles sont jointes. » Le silence qui suivit ces paroles était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Louisa d'Orléans s'approcha du lit, lentement, ses pas délibérés, résonnant sur le marbre. « C'est la malédiction », murmura-t-elle si bas que seul le médecin pouvait l'entendre. Le sang exige toujours son prix. Le docteur Cervi, formé dans les meilleures universités d'Italie et de France, n'avait jamais vu pareille chose. Les jumelles, car il s'agissait de 2 filles, étaient unies au niveau du torse, partageant ce qui semblait être un seul cœur. Leurs petits visages identiques, parfaits, contrastaient cruellement avec la difformité qui les condamnait. « Elles ne survivront pas », déclara le médecin, essuyant la sueur de son front avec sa manche. « Et la reine perd trop de sang. » Alors que les cris d'Isabelle résonnaient dans les chambres royales, le roi Philippe V restait agenouillé dans la chapelle, inconscient du drame qui se déroulait à quelques mètres de là. Ses lèvres marmonnaient des prières incohérentes mêlant latin et français, implorant un Dieu qui semblait l'avoir abandonné depuis longtemps. « Il faut informer Sa Majesté », suggéra l'un des conseillers,
attendant à l'extérieur de la chambre royale. « Absolument pas », intervint le cardinal Alberoni, premier ministre de confiance de la reine. « L'état du roi est trop fragile, cela pourrait briser le peu de santé mentale qui lui reste. » Dans la chambre royale, Isabelle de Farnèse avait perdu connaissance. Les jumelles conjointes encore attachées par le cordon ombilical émettaient de faibles gémissements qui annonçaient leur fin imminente. C'est alors que Louisa d'Orléans prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire espagnole. D'un geste rapide, elle sortit de ses vêtements une petite fiole de verre contenant un liquide ambré. « Tout le monde sortait », ordonna-t-elle avec une autorité qui ne correspondait pas à son rang. « Le docteur Chervy et moi nous occuperons de la reine. » Quelque chose dans son ton peut être le même pouvoir qui avait maintenu la maison des Habsbourg sur le trône pendant des siècles, malgré la consanguinité et les maladies héréditaires, obligea les dames et les serviteurs à obéir sans poser de questions. Lorsque la porte se referma derrière la dernière servante, Louisa s'approcha du médecin italien. « Ce que je vais vous montrer, docteur, doit rester entre nous, si vous tenez à votre vie et à la stabilité du royaume, » dit-elle en débouchant la fiole. Cet élixir était le secret le mieux gardé de la royauté européenne depuis des générations. Le médecin sceptique mais désespéré observa Louisa verser 3 gouttes du liquide sur les lèvres exsangues de la reine et 3 autres sur le front des nourrissons joints. « C'est impossible », murmura Chervy quelques minutes plus tard, alors que la couleur revenait aux joues d'Isabelle et que les cris des jumelles se faisaient plus forts. « C'est contre nature. C'est le prix du pouvoir, » répondit Louisa avec un sourire énigmatique. « Le sang appelle le sang docteur. Les mariages entre cousins et oncles avec nièces ont gardé le pouvoir au sein des mêmes familles, mais la nature exige toujours son dû. » Dehors, dans les jardins du Buen Retiro, le ciel finit par se déchirer et une pluie torrentielle commença à tomber sur Madrid. Les courtisans interprétèrent le phénomène comme un signe divin, ignorant qu'à l'intérieur des chambres royales, un miracle aussi inexplicable que terrible se déroulait. Les jumelles survécurent contre toutes les probabilités médicales et naturelles. Isabelle de Farnèse retrouva assez de santé pour maintenir son influence à la cour, bien qu'elle ne fût plus jamais la même. Le secret de ce matin d'octobre fut scellé entre Louisa d'Orléans et le docteur Chervy par un pacte de silence qu'aucun des deux ne romprait jamais. Ce que personne ne pouvait prévoir, c'est que ses filles baptisées Maria Teresa et Maria Antonia deviendraient le centre d'un réseau complexe de conspirations, d'ambitions et de secrets qui menacerait les fondations mêmes de la monarchie espagnole. Pendant ce temps, dans l'ombre des passages du palais, des murmures ancestraux semblaient répéter sans cesse le même avertissement: le sang exige toujours son prix. 18 ans plus tard, le palais royal de Madrid bourdonnait d'activité sous la chaleur étouffante de juillet. La cour de Ferdinand VI, fils du défunt Philippe V, se préparait pour un événement sans précédent, la présentation officielle des infantes jumelles Maria Teresa et Maria Antonia, fille de la défunte reine Isabelle de Farnèse, qui avaient été cachées aux yeux du public depuis leur naissance. Le mystère entourant les jeunes princesses avait alimenté toutes sortes de rumeurs pendant des années. Certains courtisans prétendaient que les infantes souffraient d'une terrible difformité. D'autres murmuraient que leur beauté était si extraordinaire que le roi craignait qu'elle ne déclenche des conflits diplomatiques avec d'autres maisons royales européennes. La vérité, comme toujours, était bien plus complexe et sinistre. « Êtes-vous sûr que c'est sage, votre majesté ?» demanda le marquis d'Ensenada, premier ministre du roi, alors qu'il passait en revue les derniers détails de la cérémonie. « Les conséquences pourraient être... La décision est prise, » interrompit Ferdinand VI, son ton ne souffrant aucune contestation. « L'Espagne a besoin d'alliance,
et mes sœurs sont des atouts précieux, quelles que soient leurs conditions. » Le marquis inclina la tête en signe d'obéissance, mais l'inquiétude persistait dans ses yeux. En tant que l'un des rares à connaître la véritable nature des infantes, il comprenait les risques de révéler leur existence au monde. Dans une aile reculée du palais, loin de l'agitation des préparatifs, les jumelles se préparaient pour leur début avec des émotions mitigées. Unies du sternum au nombril. Maria Teresa et Maria Antonia avaient développé des personnalités aussi distinctes que complémentaires. Teresa, dominante et calculatrice, prenait généralement les décisions pour les deux. Antonia, plus sensible et observatrice, possédait une intuition presque surnaturelle qui les avait souvent sauvés de situations dangereuses. « Ils ne devraient même pas nous exhiber comme des animaux de cirque », protesta Teresa, alors qu'une douzaine de servantes s'affairaient à ajuster la robe élaborée, conçue pour dissimuler leur anatomie unique. « Peut-être est-ce notre chance de voir le monde au-delà de ces murs », répondit doucement Antonia, les yeux fixés sur leur reflet dans le miroir. Deux visages identiques, magnifiques, au-dessus d'un corps partagé, chef-d'œuvre de la nature et aberration à la fois. Louisa d'Orléans, désormais une femme d'âge mûr, qui avait conservé son influence à la cour malgré les changements de règne, entra dans la pièce avec des pas mesurés. Les servantes se retirèrent immédiatement conscientes de l'étrange autorité qu'elle exerçait sur les infantes. « Vos Altesses sont magnifiques », déclara Louisa, évaluant le résultat final avec un œil critique. « Personne ne pourra résister à votre singularité. »« Singularité », rétorqua Teresa avec amertume. « Vous voulez dire monstruosité. » Louisa s'approcha des jeunes femmes et, dans un geste inhabituellement intime, prit leur visage dans ses mains. « N'oubliez jamais qui vous êtes, » murmura-t-elle. « Vous portez dans vos veines le sang le plus puissant d'Europe. Votre condition n'est pas une malédiction, mais un signe. »« Un signe de quoi ?» demanda Antonia, toujours plus réceptive aux paroles cryptiques de son mentor. « Du prix que nous payons pour le pouvoir, » répondit Louisa. « Des générations de mariages entre parents pour préserver la pureté du sang royal. Chaque difformité, chaque esprit brisé, chaque prince faible ou infertile, tout cela fait partie du prix. » Les jumelles se turent, absorbant des mots qu'elles avaient entendus sous différentes formes, tout au long de leur existence recluse. Depuis l'enfance, Louisa leur avait inculqué l'idée que leur condition était le résultat visible de siècles de consanguinité royale, mais elle leur avait aussi appris à la considérer comme une source de pouvoir et non de honte. Pendant ce temps, dans la salle du trône, les ambassadeurs de France, d'Angleterre, du Portugal et d'Autriche attendaient avec impatience le moment de rencontrer les mystérieuses infantes d'Espagne. Le mariage d'une princesse royale pouvait sceller des alliances capables de modifier l'équilibre des pouvoirs en Europe, et tous avaient des instructions précises pour évaluer le potentiel des jumelles comme épouses royales, malgré les rumeurs sur leur prétendue difformité. « On dit qu'elles sont sorcières », murmura l'ambassadeur portugais à son homologue français, « qu'elles peuvent lire les pensées et prédire l'avenir. »« Balivernes », répondit le français avec dédain. « La seule certitude c'était qu'on les a cachées pour une raison, et ce n'est rarement bon signe. » L'ambassadeur autrichien, plus perspicace que ses collègues, resta silencieux. En tant que représentant de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, qui avait réussi à maintenir l'empire des Habsbourg malgré la guerre de succession d'Autriche, il avait pour instruction d'observer attentivement tout signe des maladies héréditaires qui avaient affligé la maison d'Autriche pendant des générations. Le son des trompettes annonça l'arrivée imminente du roi et de sa suite. Les courtisans formèrent 2 rangées toules parfaites de chaque côté de la salle, tandis que les ambassadeurs étrangers prenaient l'un et leur place d'honneur près du trône. Ferdinand VI, vêtu de la sobriété caractéristique de son règne, avança d'un pas ferme, suivi de la reine Barbara de Bragance,
et des principaux membres de la cour. Aujourd'hui, annonça le roi d'une voix claire, l'Espagne présente au monde 2 de ses trésors les plus précieux. Mes 2 sœurs les infantes, Maria Teresa et Maria Antonia, ont consacré leur jeunesse à l'étude et à la contemplation, se préparant à servir leur pays comme ils sied à leur noble sang. Un murmure d'anticipation parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent vers la porte latérale par laquelle les princesses devaient entrer. Lorsque les portes s'ouvrirent, enfin, un silence absolu s'abattit. Les jumelles avancèrent avec une grâce surnaturelle, comme si elles allaient flotter sur le sol de marbre. Leurs robes de soie, argentées et bleues, conçues pour dissimuler leurs conditions, créaient une illusion presque parfaite de normalité. Leur visage identique d'une beauté éthérée, rappelant les infantes des Habsbourg du siècle précédent, affichait une sérénité qui contrastait avec la tourmente intérieure qu'elles ressentaient, toutes 2. Ce n'est qu'en atteignant le trône et en exécutant la révérence cérémonielle que certains remarquèrent quelque chose d'étrange dans leurs mouvements. Une synchronisation trop parfaite, une limitation dans la distance qu'elles pouvaient maintenir entre elles. « Mais ces chères sœurs, dit le roi prenant une main de chaque jumelle dans un geste calculé pour distraire les observateurs les plus perspicaces. Votre présence honore la cour d'Espagne. » Les ambassadeurs étrangers s'avancèrent un par un pour présenter leur respect. Le représentant français, avec la galanterie caractéristique de la cour de Versailles, baisa les mains des 2 infantes avec une élégance étudiée, bien que ses yeux trahissent une lueur de surprise en notant leur proximité inhabituelle. Sa Majesté très chrétienne, Louis XV envoie ses salutations les plus chaleureuses aux illustres infantes d'Espagne, déclara-t-il dans un castillan parfait. La renommée de votre beauté et de votre vertu a atteint la France. Teresa, toujours directe, répondit avec un sourire calculé. Nous remercions Sa Majesté très chrétienne pour ces paroles, d'autant plus que notre existence est restée secrète jusqu'à aujourd'hui. Une lueur d'inconfort traversa le visage de l'ambassadeur, rapidement masqué par un sourire diplomatique. Le représentant autrichien, avec la précision froide de la cour viennoise, étudia les jumelles avec un regard à peine dissimulé de curiosité scientifique. Sa Majesté impériale, Marie-Thérèse, envoie ses salutations fraternelles, dit-il soulignant le nom partagé avec l'une des infantes. L'impératrice est particulièrement curieuse d'en apprendre davantage sur vos expériences. Antonia, saisissant le sens caché de ces paroles, répondit avec une douceur qui dissimulait une pointe acérée. « Dites à l'impératrice que nous serions ravis de partager nos expériences avec elle. Peut-être trouvera-t-elle une certaine familiarité dans nos circonstances. » L'Autrichien pâlit légèrement, comprenant la référence voilée aux propres problèmes génétiques des Habsbourg, dont l'impératrice Marie-Thérèse était une descendante directe. La cérémonie se poursuivit avec une apparente normalité, mais sous la surface courtoise bouillonnaient des courants d'étonnement, de répulsion, de fascination et de calcul politique. Alors que les musiciens jouaient une pavane solennelle, les jumelles se tenaient près du trône, pleinement conscientes de chaque regard, chuchotement et grimaces déguisées d'horreur. « Ils sont terrifiés », murmura Teresa à sa sœur, ses lèvres bougeant à peine. « Ce n'est pas de la terreur », corrigea Antonia. « C'est de la reconnaissance. Ils voient en nous le reflet de leurs propres secrets. » De l'autre côté de la salle, Louisa d'Orléans observait la scène avec une satisfaction à peine contenue. 18 ans de planification minutieuse avaient abouti à ce moment. Loin d'être une honte pour la couronne, les jumelles conjointes étaient devenues un symbole vivant du prix payé pour le pouvoir dynastique, un symbole qui, entre ses mains, pourrait devenir l'arme la plus puissante de la politique européenne. Pendant ce temps, dans les profondeurs du palais, le docteur Chervy, désormais vieillard, consumé par les secrets qu'il avait gardés pendant des décennies,
relisait son journal minutieusement documenté sur le développement des jumelles depuis leur naissance miraculeuse. Des pages d'observation médicale se mêlaient à des réflexions philosophiques sur la nature du pouvoir et du sang. « Le sang exige toujours son prix », écrivit-il d'une main tremblante sur la dernière page, et le prix n'est jamais uniquement physique. Il referma le journal et le scella avec de la cire rouge, y imprimant les emblèmes entrelacés des Bourbons et de l'aigle bicéphale des Habsbourg. Puis, avec des mouvements lents mais précis, il le plaça dans une boîte de fer à côté de la fiole du mystérieux élixir que Louisa d'Orléans lui avait confié pour les urgences. « Ah, que Dieu ait pitié de l'Espagne !» murmura-t-il en verrouillant la boîte. « Et que Dieu ait pitié de nous tous !» Dans la salle du trône, ignorant ces événements, les infantes jumelles dansaient avec des mouvements parfaitement synchronisés, comme si elles n'étaient donc qu'une seule personne plutôt que deux. Les courtisans regardaient avec un mélange d'horreur et de fascination, incapables de détourner les yeux de ce prodige de la nature qui défiait toutes les lois connues. « Tu le sens ?» murmura Antonia à peine audible. « Oui, » répondit Teresa, « le pouvoir, notre pouvoir. » Et tandis qu'elles tournoyaient au rythme de la musique, leurs esprits aussi unis que leurs corps, elles conçurent un plan qui allait changer à jamais le destin de l'Espagne et de toute l'Europe. Le printemps de 1750 apporta des vents de changement qui ébranlèrent les fondations des cours européennes. Le traité de mariage unissant les infantes jumelles à l'héritier portugais, le prince José Francisco, avait été signé après des mois de négociations tendues, scellant une alliance sans précédent entre les deux puissances ibériques. La nouvelle provoqua des réactions mitigées dans les chancelleries de Paris, Londres et Vienne, où diplomates et espions s'efforcèrent de déchiffrer les implications d'un tel accord extraordinaire. Dans les quartiers privés des infantes, Teresa et Antonia recevaient d'Anne les dernières de retouches à leur robe nuptiale, un chef-d'œuvre d'ingénierie textile conçu pour à la fois dissimuler et dignifier leurs conditions. « Oh, penses-tu que José Francisco est prêt ?» demanda Antonia faisant référence au prince portugais qui deviendrait bientôt leur mari commun. Teresa laissa échapper un rire sec. « Il le prépare depuis des mois, sœur. Ils lui ont montré des dessins anatomiques, des rapports médicaux et même fait venir des médecins de toute l'Europe pour expliquer notre singularité. Mais comprendre intellectuellement est une chose, insista Antonia. L'accepter émotionnellement en est une autre. Il n'aura pas le choix, coupa Teresa avec sa froide détermination habituelle. Le traité inclut des clauses trop précieuses pour le Portugal. De plus, ils ont autant besoin de notre or américain que nous avons besoin de leur soutien contre l'Angleterre. La porte s'ouvrit sans prévenir, laissant entrer Louisa d'Orléans. À son âge, la dame conservait la même présence imposante qu'autrefois, bien que ses cheveux, autrefois noirs corbeaux, fussent désormais entièrement blancs. « Vos Altesses doivent dû se dépêcher », annonça-t-elle avec l'autorité conférée par des années de service à la couronne. L'ambassadeur portugais est arrivé avec le portrait officiel du prince José Francisco. Les jumelles échangèrent un regard rapide. Bien qu'elles aient vu des miniatures de leur futur mari, le portrait officiel marquait une étape de plus vers l'inéluctabilité de leur destin. « Et comment est-il » demanda Antonia, incapable de cacher sa nervosité. Louisa offrit un sourire énigmatique, étonnamment favorable compte tenu de l'histoire de consanguinité dans la maison de Bragance. Menton proéminent mais pas au point de la difformité. Yeux clairs bien que légèrement rapprochés. Dans l'ensemble, une apparence acceptable. Teresa ricana avec dédain, comme si nous avions le droit d'être exigeantes sur l'apparence de notre mari. « Vous avez tous les droits, » répondit Louisa avec une intensité soudaine s'approchant des jumelles. « N'oubliez jamais
que votre condition fait de vous les héritières parfaites d'un héritage de pouvoir s'étendant sur des siècles. Vous êtes la manifestation physique de ce que l'ambition dynastique a été prête à sacrifier. » Les servantes finirent d'ajuster la robe et se retirèrent discrètement, laissant les 3 femmes seules. Louisa saisit l'occasion pour sortir de ses vêtements un petit objet enveloppé dans de la soie noire. « Il est temps que vous connaissiez toute la vérité, » dit-elle en dévoilant une miniature encadrée d'or. Ce portrait a été caché pendant des décennies sur l'ordre exprès de votre père. Les jumelles étudièrent la peinture avec une curiosité croissante. Elle représentait une jeune femme, leur ressemblant de manière frappante, mais avec une différence fondamentale, elle était une personne unique, sans difformité apparente. « Et qui est-elle » demanda Antonia, bien que quelque chose en elle murmura déjà la réponse. « Votre mère » répondit Louisa. « Pas Isabelle de Farnèse comme on vous l'a fait croire, mais Maria Luisa Gabriella de Savoie, la première épouse de Philippe II et ma première cousine. » La révélation frappa les jumelles comme la foudre. Teresa fut la première à réagir. « Impossible, Maria Luisa est morte en 1714, 7 ans avant notre naissance. »« Ça, c'est ce que dit l'histoire officielle, » acquiesça Louisa. « La vérité est bien plus complexe. Maria Luisa n'est pas morte, pas entièrement. Son corps a été préservé par une ancienne procédure alchimique, connue seulement d'une poignée d'initiés aux secrets royaux. » Antonia, toujours plus intuitive, fit le lien plus rapidement. « L'élixir, le même que celui que vous avez utilisé pour nous sauver à notre naissance. » Louisa hocha lentement la tête. L'élixir de Paracelse, perfectionné par les médecins arabes pendant l'occupation de l'Espagne, est transmis secrètement à travers les générations de la royauté européenne. Il ne peut pas accorder la vie éternelle, mais il peut suspendre les processus vitaux pour des périodes limitées ou accélérer la guérison dans des cas extrêmes. Êtes-vous en train de dire que notre véritable mère a été suspendue pendant des années ? Demanda Teresa, son incrédulité cédant à une fascination horrifiée. 7 ans pour être exact, confirma Louisa. Philippe V, dévasté par la mort apparente de Maria Luisa, ordonna secrètement la procédure. Quand Isabelle de Farnèse devint la nouvelle reine, l'expérience se poursuivit dans les catacombes du palais à son insu. En 1721, lorsque les médecins déterminèrent que Maria Luisa pouvait être brièvement réveillée, Philippe organisa une dernière rencontre avec elle. « Et de cette rencontre nous sommes nés », compléta Antonia, sa voix à peine un murmure. Précisément, mais le processus de suspension avait altéré la nature même de Maria Luisa. La grossesse s'est déroulée de manière anormale, et au moment de l'accouchement, des complications sont survenues. Isabelle de Farnèse, qui avait alors découvert le secret, accepta de prétendre que la grossesse était la sienne pour protéger la réputation du roi et la stabilité du royaume. Les jumelles restèrent silencieuses, luttant pour saisir l'ampleur de la révélation. Toute leur vie avait été construite sur des mensonges, mais cette vérité était plus fantastique que n'importe quel mensonge imaginable. « Pourquoi nous le dire maintenant ?» demanda finalement Teresa, toujours pratique même face à des révélations extraordinaires. Louisa rangea soigneusement la miniature avant de répondre. « Parce que vous êtes sur le point de vous marier et vos enfants pourraient hériter de particularités. Vous devez comprendre pleinement votre héritage pour les protéger et les préparer. »« Des enfants », répéta Antonia, un mélange de désir et de peur dans la voix. « Les médecins ne sont même pas sûrs que nous puissions concevoir. »« Oh, vous le pourrez », affirma Louisa avec une certitude déconcertante. « L'élixir dans vos veines garantit non seulement votre survie, mais aussi votre fertilité. La question n'est pas de savoir si vous concevrez, mais ce que vous concevrez. »
Dans la salle des ambassadeurs, ignorant cette conversation transcendantale, Ferdinand VI recevait l'envoyé portugais avec la pompe appropriée. Le portrait officiel du prince José Francisco Grandeur, nature et encadré d'or massif, occupait désormais une place de choix à côté du trône. Daro, son Altesse royale, a exprimé son impatience de rencontrer les infantes en personne, remarqua l'ambassadeur avec une diplomatie étudiée. Les rapports sur leurs conditions singulières ont éveillé son intérêt scientifique. Mon frère a toujours eu un faible pour les curiosités naturelles, répondit le roi avec un sourire crispé. Je fais confiance à ce qu'il traitera mes sœurs avec le respect et la dignité que leur sang royal mérite. L'ambassadeur s'inclina, dissimulant momentanément son expression. Bien sûr, Votre Majesté, le prince comprend pleinement l'importance historique de cette union. Ce que le diplomate ne mentionna pas, c'était donc les longues nuits que le prince avait passées à consulter des médecins, des anatomistes et même des sorcières des colonies de brésiliennes, essayant de saisir les implications pratiques d'épouser deux femmes partageant un seul corps. Il ne mentionna pas non plus les rumeurs circulant à la cour de Lisbonne sur les héritiers potentiels d'une telle union extraordinaire. Pendant ce temps, dans la bibliothèque royale, le docteur Chervy vieillissant terminait de transcrire ses dernières observations sur les infantes. Ces notes écrites dans un mélange cryptique d'italien et de latin médical seraient envoyées secrètement à un collègue de l'université de Padoue, garantissant que des décennies de connaissances accumulées ne seraient pas perdues avec sa mort. Les jumelles ont atteint une synchronisation mentale qui défie toute explication scientifique, écrivit-il d'une main tremblante. Elles terminent souvent les phrases l'une de l'autre ou réagissent simultanément à des stimuli perçus par une seule. Plus extraordinaire encore est leur capacité à maintenir des pensées indépendantes tout en partageant des sensations physiques. Le médecin marqua une pause, réfléchissant à inclure ou non ses observations les plus controversées. Finalement, il décida que la postérité méritait la vérité complète. J'ai conclu que les infantes ne sont pas véritablement deux personnes dans un seul corps, mais une conscience unique, divisée en deux manifestations distinctes. Teresa représente l'intellect pragmatique, Antonia, l'intuition empathique. Ensemble, elles forment un être complet dont les capacités surpassent celles d'un humain ordinaire. Si mes théories sont correctes, leurs descendants pourraient hériter non seulement d'anomalies physiques, mais aussi de capacités mentales sans précédent. Que Dieu nous aide si ce pouvoir tombe entre de mauvaises mains. Dans les jardins du palais, ignorant ces intrigues, les préparatifs du mariage avançaient à un rythme effréné. Charpentiers, jardiniers et décorateurs transformaient dans les parterres de fleurs en une scène digne de l'union la plus commentée du siècle. De l'aube jusqu'à tard dans la nuit, l'agitation des serviteurs et artisans ne cessait jamais supervisée par l'œil implacable du marquis d'Ensenada, qui avait personnellement pris la responsabilité de s'assurer que chaque détail était parfait. Les fleurs portugaises doivent alterner avec les espagnoles dans chaque arrangement, ordonna-t-il au fleuriste consultant les croquis approuvés par le roi. C'est un symbole de l'union des deux couronnes, et rien ne doit être laissé au hasard. À proximité à l'ombre d'un cyprès centenaire, deux hommes conversaient à voix basse. Les ambassadeurs anglais et français farouches, rivaux dans l'arène diplomatique européenne, avaient trouvé un terrain d'entente dans les implications du mariage imminent. Si cette union produit des héritiers viables, l'équilibre des pouvoirs en Europe pourrait changer de manière irrévocable, remarqua l'Anglais, son visage impassible masquant son inquiétude. Une Ibérie unifiée, avec accès à la richesse des Amériques et le soutien de la France. N'assumez pas notre soutien si vite, interrompit le Français avec un sourire tendu. Louis XV observe ces événements
avec autant d'inquiétude que votre George II. Les implications dynastiques d'y sont troublantes. Vous parlez de la consanguinité, demanda l'Anglais. Vos Bourbons sont mal placés pour pointer du doigt. Je veux dire, dit le Français baissant encore la voix, les rumeurs sur la véritable nature des infantes. Nos informateurs suggèrent que leur condition n'est pas seulement physique. On parle de capacités mentales extraordinaires. Des superstitions espagnoles, sans doute. Êtes-vous sûr? Comment expliquez-vous que deux êtres physiquement joints aient développé des personnalités si distinctes mais complémentaires, ou qu'elles puissent, selon des rapports vérifiés, parler simultanément dans différentes langues? Il y a des témoignages selon lesquels Teresa peut tenir une conversation en allemand pendant qu'Antonia répond à des questions en italien. L'Anglais se tue son scepticisme protestant luttant contre les preuves qu'il avait observées lors des audiences diplomatiques avec les infantes. Quoi qu'il en soit, poursuivit-il après une pause, nos monarques respectifs nous ont ordonné d'observer et de rapporter, pas d'interférer. Pour l'instant, ajouta le Français, un éclat calculateur dans les yeux. À l'intérieur du palais, dans la salle du Conseil royal, Ferdinand VI rencontrait ses ministres pour discuter des derniers détails du traité de mariage. Le document long de plus de 200 pages et rédigé en espagnol, portugais et latin incluait des clauses anticipant presque toutes les éventualités de la succession à la possibilité d'une annulation. La clause concernant les descendants est particulièrement problématique, nota le secrétaire d'État, pointant un paragraphe densément écrit. Les Portugais insistent pour que tout enfant né de cette union soit considéré comme portugais s'il naît à Lisbonne et espagnol s'il naît à Madrid. Une solution salomonique, remarqua le roi avec ironie, pour un problème sans précédent. Le véritable problème, Votre Majesté, intervint le confesseur royal, un dominicain au regard perçant, est la question sacramentelle. Le Saint-Siège a accordé la dispense nécessaire pour ce mariage hautement inhabituel, mais avec des conditions strictes. Quelles conditions? Demanda le roi, bien que son expression suggérât qu'il anticipait déjà la réponse. Un observateur papal doit être présent dans la chambre nuptiale pendant la consommation, répondit le dominicain, évitant soigneusement le regard du monarque pour vérifier la validité sacramentelle de l'acte. Un silence inconfortable s'installa dans la pièce. Enfin, le marquis d'Ensenada s'éclaircit discrètement la gorge. Peut-être pourrions-nous négocier une alternative moins intrusive, un examen médical après coup. Le Saint-Siège est inflexible sur ce point, insista le confesseur. Compte tenu de la nature sans précédent de cette union, l'Église doit s'assurer que toutes les exigences canoniques sont respectées. Ferdinand VI massa ses tempes, sentant l'arrivée d'une des migraines qu'il avait héritées de son père, avec sa mélancolie. Très bien, informez mes sœurs et laissez-les décider si elles acceptent cette condition ou préfèrent que nous renégocions le traité. Dans leur quartier, ignorant cette discussion spécifique mais pleinement consciente des complexités diplomatiques qui les entouraient, les infantes poursuivaient dans leur conversation avec Louisa d'Orléans. Qu'est-il arrivé à notre véritable mère après notre naissance? Demanda Antonia, encore en train de digérer la révélation sur leurs origines. Louisa soupira profondément avant de répondre. L'accouchement a épuisé les dernières réserves de vitalité que l'élixir avait préservées. Maria Luisa Gabriela a vécu assez longtemps pour vous voir et vous nommer, mais elle est seule de morte quelques heures plus tard. Cette fois, définitivement. « Et notre père ?» demanda Teresa. « Savait-il que nous existions? Philippe vous a vu une fois le jour de votre naissance, » répondit Louisa, son expression indéchiffrable. Le choc fut si grand qu'il a souffert d'un de ces épisodes de mélancolie les plus graves. Pendant des semaines, il est resté catatonique,
marmonnant des phrases incohérentes sur le prix du sang. Lorsqu'il a enfin récupéré, il avait soit oublié, soit choisi d'oublier votre existence. C'est pourquoi vous nous avez élevés, déduisit Antonia les pièces du puzzle s'assemblant enfin, non pas par loyauté envers Isabelle de Farnèse, mais par devoir envers votre cousine Maria Luisa. Et par devoir envers le sang que nous partageons tous, ajouta Luisa, le même sang que vous devez maintenant transmettre à la couronne portugaise. Teresa, toujours pragmatique, ramena la conversation à des préoccupations plus immédiates. Le prince José Francisco est-il vraiment préparé pour cette union? Pas seulement la cérémonie publique, mais ce qui vient après. Luisa offrit un sourire énigmatique. Le prince a reçu une éducation spécialisée ces derniers mois. Ses tuteurs incluaient non seulement des théologiens et des médecins, mais aussi des courtisanes expérimentées qui l'ont instruit sur les complexités de satisfaire deux esprits dans un seul corps. Antonia rougit profondément, tandis que Teresa maintenait son expression impassible, bien qu'une légère rougeur trahît son inconfort. De plus, poursuivit Luisa, le prince possède sa propre singularité, bien que moins visible que la vôtre. Que voulez-vous dire? Demandèrent les jumelles, à l'unisson, une synchronisation spontanée qui survenait lorsque quelque chose captait leur attention de manière égale. José Francisco, comme vous descend de générations de mariages consanguins. La maison de Bragance a préservé sa lignée par des unions entre cousins pendant des siècles. Dans son cas, le résultat n'est pas physique mais sensoriel. Au Portugal, ils appellent cela avisado interna, vision intérieure, clairvoyance, demanda Teresa avec ce scepticisme. Pas exactement. C'est plutôt une forme d'empathie extrême qui lui permet de percevoir les pensées et les émotions de ceux qui partagent son sang. Une capacité, dit-on, qui s'intensifie avec la proximité physique. Les deux jumelles échangèrent un regard significatif. La perspective d'épouser quelqu'un capable de ressentir leurs pensées ajoutait une nouvelle dimension à leur situation déjà complexe. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit avant? Demanda Teresa, l'irritation évidente dans sa voix. Parce que je devais être certaine, répondit Luisa calmement. Mes informateurs à la cour portugaise n'ont confirmé ces rumeurs qu'il y a une semaine. Et maintenant que je le sais avec certitude, je peux vous dire que ce trait fait de lui le consort idéal pour vous. Idéal, questionna Antonia. Intrusif, contra Teresa, puis après un moment de réflexion, ajouta « ou pratique selon la manière dont nous utilisons cette information ». Luisa hocha la tête satisfaite de l'adaptation rapide de Teresa aux nouvelles circonstances. Exactement. Cette union n'est pas seulement politique, elle est évolutionnaire. Vos enfants pourraient combiner vos capacités avec les siennes, créant une nouvelle génération de dirigeants aux capacités sans précédent. En supposant que nous puissions avoir des enfants, nuança Antonia, toujours plus prudente sur le sujet. « Oh, vous le pourrez », affirma Luisa avec une certitude déconcertante. « J'ai consulté le docteur Chervy. Vos organes reproducteurs sont pleinement fonctionnels et indépendants. Vous pourriez même porter des grossesses simultanées de pères différents, bien que dans ce cas, bien sûr, le père sera le même. Les implications de cette possibilité laissèrent les jumelles momentanément sans voix. Ce fut Teresa qui rompit finalement le silence. Tout cela fait partie d'un plan plus vaste, quelque chose que vous orchestrez depuis des décennies. Luisa soutint le regard perçant de Teresa sans ciller. Tout fait partie du grand dessein dynastique, ma chère. Les maisons royales d'Europe expérimentent avec le sang depuis des siècles, cherchant à préserver et améliorer certains traits. Parfois, le prix a été élevé. La mâchoire des Habsbourg, l'hémophilie des descendants de Victoria, la folie des Bourbons. Mais chaque sacrifice a servi un dessein plus grand.
« Et quel est ce dessein » demanda Antonia, sa voix à peine un murmure. « L'évolution de la royauté » répondit Louisa avec une ferveur presque religieuse. « La création d'une lignée de dirigeants si supérieure au reste de l'humanité que les humains le sont aux singes. Vous êtes simplement la prochaine étape sur ce chemin la plus visible jusqu'à présent, mais pas la dernière. » Avant que les jumelles ne puissent pleinement assimiler cette révélation, la porte s'ouvrit, laissant entrer une servante qui annonça l'arrivée du confesseur royal. « Vos Altesses, » dit le dominicain, après une révérence, « je viens avec un message concernant une condition imposée par sa sainteté pour la validité du sacrement de mariage. » Alors que le confesseur expliquait les exigences papales, le visage de Teresa se durcit progressivement, tandis que celui d'Antonia montrait une mortification croissante. Louisa écoutait avec une expression neutre, bien qu'un observateur attentif aurait pu remarquer le calcul dans ses yeux. « C'est inacceptable », déclara Teresa lorsque le dominicain eut terminé. « Nous refusons d'être observés comme des animaux de zoo. Et l'alternative, répondit le confesseur froidement, serait de renoncer à la bénédiction papale, ce qui invaliderait le mariage aux yeux de l'Église, et donc de toutes les cours catholiques d'Europe. Il doit y avoir une autre solution, intervint Antonia, toujours médiatrice. Peut-être si l'observateur était une femme, une religieuse respectée, suggéra-t-elle. Le Saint-Siège insiste pour que ce soit un représentant direct du pape, un prélat de haut rang, répondit fermement le dominicain. Louisa, qui était restée silencieuse, s'avança. Et si l'observateur était le nonce apostolique à Madrid, son Excellence Monseigneur Enrico Enriquez est connu pour sa discrétion et sa sensibilité. Le confesseur considéra la suggestion. Cela pourrait être acceptable à condition que le nonce accepte cette responsabilité inhabituelle. « Je parlerai personnellement avec lui », offrit Louisa. « Nous avons une histoire familiale qui pourrait faciliter la négociation. » Lorsque le confesseur se retira, les jumelles regardèrent Paume Louisa avec interrogation. « Une histoire familiale avec le nonce ?» demanda Teresa, haussant un sourcil. « Monseigneur Enriquez est un cousin au 3e degré de mon défunt mari, » expliqua Louisa avec un sourire énigmatique. « Et il a ses propres secrets qu'il préférerait garder cachés. Laissez-moi m'occuper de cela. » Dans les jours qui suivirent, Madrid se transforma avec l'arrivée de la délégation portugaise. Le prince José Francisco, un jeune homme de 25 ans, avec le menton proéminent caractéristique des Bragances, mais par ailleurs d'apparence agréable, fut reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Selon le protocole, il ne fut pas autorisé à voir ses futures épouses avant la veille du mariage, lors d'une brève rencontre formelle, en présence des deux cours. L'instant où le prince posa les yeux sur les jumelles resta gravé dans la mémoire de tous les présents. Contrairement à la plupart qui tentaient de masquer leur choc ou leur répulsion, José Francisco afficha une fascination sincère. Ses yeux bleus intenses, inhabituellement perçants, se fixaient alternativement sur Teresa et Antonia, comme s'ils voyaient au-delà de leurs visages identiques. « Vos Altesses sont encore plus extraordinaires que ce qu'on m'avait dit », déclara-t-il d'une voix claire, exempte d'inconfort. « C'est un honneur au-delà des mots d'être choisi comme votre consort. »« L'honneur est nôtre, votre Altesse, » répondit Teresa avec une formalité étudiée. « Nous espérons que notre union apportera la prospérité aux deux royaumes, » ajouta Antonia avec une chaleur qui contrastait avec la froideur de sa sœur. Le prince sourit un geste qui transforma son visage, le rendant presque beau. « Elle apportera bien plus que cela, j'en suis certain. Elle apportera une nouvelle aube pour la péninsule. » Quelque chose dans son ton, dans l'intensité de son regard, envoya un frisson simultané aux jumelles. Pour la première fois de leur mémoire,
Toutes ces deux ressentirent exactement la même émotion au même moment. Un mélange d'anticipation et de peur de l'inconnu. Cette nuit-là, alors que la cour célébrait un banquet somptueux en l'honneur des fiancés, le docteur Chervy fit sa dernière visite aux infantes. Le médecin âgé, dont la santé s'était visiblement détériorée ces derniers premiers mois, leur tendit une petite boîte en bois, finement sculptée. À l'intérieur, vous trouverez mon journal complet sur votre cas, ainsi que mes observations et théories, expliqua-t-il d'une voix faible mais ferme. Il y a aussi une fiole de l'élixir, assez pour une seule dose. Utilisez-la uniquement en cas d'extrême nécessité, de préférence lors d'un accouchement compliqué. « Or, pourquoi nous donner cela maintenant ?» demanda Antonia, sentant la réponse. « Parce que mon temps touche à sa fin, Votre Altesse. J'ai servi la couronne espagnole pendant 50 ans, et vous depuis votre naissance miraculeuse. Maintenant, je dois vous confier les secrets que j'ai gardés pour que vous puissiez vous protéger, vous et vos descendants. » Teresa prit la boîte avec solennité. « Votre service ne sera pas oublié, docteur. Je ne demande qu'une chose en retour, » poursuivit Chervy, sa voix désormais à peine audible. « Quand le moment viendra, quand vous comprendrez pleinement ce que vous êtes et ce que vous pourriez devenir, souvenez-vous de votre humanité. Le pouvoir du sang est grand, mais son prix l'est tout autant. » Cette même nuit, alors que les infantes dormaient, le docteur Giuseppe Chervy s'éteignit paisiblement dans son lit. La nouvelle ne fut pas annoncée publiquement avant la fin du mariage pour éviter de jeter une ombre sur les célébrations, mais Louisa d'Orléans fut informée immédiatement. « Repose en paix, vieille amie », murmura-t-elle en scellant personnellement les quartiers du médecin pour empêcher l'accès à tout document restant. « Ton travail est terminé. Le mien ne fait que commencer. » Le lendemain matin, sous un soleil radieux qui semblait bénir l'union, les cloches de Madrid annoncèrent le début de la cérémonie de mariage qui allait changer à jamais le destin de deux nations. Et bien que personne ne le soupçonnât encore, l'avenir de la royauté européenne elle-même. « Le sang exige toujours son prix », murmura Louisa en regardant les jumelles avancer vers l'autel où leur destin les attendait. « Mais certains prix valent pour la peine d'être payés.